Un jeune capitaine au franc-parler sème la panique chez les milliardaires installés, tandis que son vieux pick-up Toyota cabossé fait trembler les palais dorés. Là où des chefs d'État africains s'affichent entourés de berlines allemandes, Ibrahim Traoré choisit un véhicule militaire fatigué, sans vitres teintées, sans escorte ni luxe tapageur. Son choix de simplicité, en rupture totale avec la tradition des puissants, intrigue autant qu'il dérange. Aucune villa cachée sur la côte d'Azur, aucun compte discret en Suisse, aucun jet privé ni montre en platine. Traoré refuse les passe-droits, vit de son salaire de capitaine et porte l'uniforme ou le boubou comme n'importe quel burkinabé. Ce n'est pas un numéro pour les caméras, c'est un refus frontal de la corruption et de l'enrichissement qui dévore tant de pays africains. Son arrivée au pouvoir n'est pas le fruit de manœuvres étrangères ni de la main invisible d'une grande puissance. Traoré n'est pas un pion du système. Il émerge porté par un espoir brûlant, celui d'un peuple lassé d'être humilié, volé et trahi par ses élites. Il incarne un ras-le-bol collectif, une réponse populaire à des décennies de mensonges et de pillages. Ce modèle inédit à l'échelle du continent dévoile d'un coup l'échec cuisant des élites classiques, tandis que certains détournent des milliards, empilent villas et comptes offshore, lui exposent leur cupidité par contraste. Traoré devient un miroir tendu. Il rappelle aux dirigeants ce qu'ils auraient non pu être et ce qu'ils ont renoncé à devenir. Mais le chemin est risqué. Si ce pari échoue, l'Afrique risque de retomber dans le cercle infernal du pillage, de la domination étrangère et de la misère. Si Traoré réussit, c'est une révolution. Une flamme qui pourrait embraser l'imaginaire de millions de citoyens en quête de dignité et d'avenir. Le choix n'a jamais été aussi crucial. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré ? Quelle force, quels espoirs et quels dangers cristallise-t-il autour de son nom ? Pour comprendre, il faut replonger dans l'histoire récente du Burkina Faso et suivre la trajectoire de cet homme hors norme. Avant de comprendre son ascension fulgurante, il faut plonger dans les crises profondes qui ont secoué le Burkina Faso. Car rien n'explique Traoré sans explorer la colère, les espoirs et les blessures de son peuple. Alors que la plupart des présidents africains s'affichent dans des cortèges de voitures blindées et s'envolent en jet privé, Ibrahim Traoré préfère traverser Ouagadougou dans un vieux Toyota cabossé. Ce contraste est plus qu'une image, c'est une gifle lancée à un continent trop longtemps pillé par ses élites. Chaque année, plus de 148 milliards de dollars disparaissent à cause de la corruption, selon l'Union africaine. 148 milliards. Une somme qui pourrait bâtir des milliers d'hôpitaux, de routes décentes, d'écoles modernes, partout sur le continent. Mais cet argent s'évapore dans les coffres d'une poignée, laissant la majorité s'enfoncer dans la misère. Regardez le Nigeria. D'anciens gouverneurs vivent dans des palais dorés, pendant que des millions de familles survivent dans des bidonvilles insalubres. En Guinée équatoriale, les Lamborghini de la famille présidentielle roulent sur des routes à l'abandon. Ailleurs, des fêtes fastueuses à Paris sont financées par les profits du pétrole ou du cacao, tandis que des enfants meurent de maladies évitables, faute de soins ou d'eau potable. Le résultat, des hôpitaux délabrés où le moindre soin devient un privilège. Des écoles sans toit, sans bancs, sans enseignants dignes de ce nom. Des routes défoncées, véritables pièges mortels pour les voyageurs. La richesse existe, mais elle se transforme en privilège pour quelques-uns, jamais en droit pour tous. Le système ne tient pas seulement grâce à la corruption interne. Il est verrouillé par des institutions comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, qui prêtent de l'argent sous des conditions qui étranglent les économies africaines. Sous prétexte d'aide, la dépendance est entretenue, maintenant le continent en état de faiblesse et de soumission. Cette trahison des élites ne date pas d'hier. Depuis la colonisation, puis les indépendances confisquées, une poignée de dirigeants a accaparé le pouvoir pour son seul profit. Ils ont troqué la souveraineté du peuple contre des villas à l'étranger et des comptes secrets en Suisse, sacrifiant la dignité collective pour leur confort personnel. Face à cette spirale de pillage et d'humiliation, l'inaction revient à condamner des générations entières à la pauvreté et au mépris. Des millions d'enfants naissent au sans-espoir, sur une terre pourtant débordante de richesses. Mais comment briser ce cercle vicieux ? Quelle rupture propose Traoré ? Et pourquoi son modèle suscite-t-il autant d'espoir et de crainte ? Le parcours de Traoré n'a rien d'ordinaire. Retour sur l'ascension fulgurante d'un capitaine devenu symbole d'une rupture attendue. Traoré refuse de suivre le scénario classique des anciens présidents africains. Pas de salaire faramineux, pas de jet privé, pas de compte secret à l'étranger. Sa décision est tranchée. Chaque franc doit servir au peuple, dans l'agriculture et la santé, jamais dans le luxe ou l'esbrouf. Là où d'autres accumulent que privilèges et fortune, Traoré a renoncé au confort du pouvoir.
Il vit avec la solde d'un soldat, sans richesse cachée, sans villa à Marrakech ou à Paris, sans escorte ostentatoire. Sa seule fortune, c'est l'intégrité et la confiance que lui accorde la rue. Dès son arrivée, ses premières réformes ont stupéfié le pays. Achat de matériel agricole réglé comptant, sans dette, sans commission occulte. Fini les crédits toxiques, fini la dépendance à l'aide étrangère. Il frappe un grand coup en nationalisant la raffinerie d'or de Kosodo, longtemps siphonnée par des intérêts extérieurs. Mais il ne s'arrête pas là. Pour la première fois, la construction d'un hôpital national de référence est lancée, financé par les ressources du pays, sans mendier la charité internationale. Il lance aussi un projet pharmaceutique local. Les médicaments essentiels doivent être produits au Burkina Faso, accessibles à tous, sans intermédiaire. Son message est limpide. Plus question de laisser les richesses nationales s'évaporer vers les banques suisses ou les palais européens. Traoré s'oppose frontalement à la mainmise étrangère sur les mines et l'agriculture. Il refuse que le destin du pays soit dicté à Paris, à Washington ou ailleurs. Pour briser l'isolement et tourner le dos à la tutelle des anciennes puissances, il engage un dialogue inédit avec la Russie et forge une alliance stratégique avec la coalition du Sahel. Désormais, le Burkina Faso choisit ses partenaires, fixe ses conditions et ne subit plus. Pour les vieilles élites, ce modèle est un cauchemar, car si Traoré réussit, son exemple pourrait embraser toute la région, offrant un mode d'emploi pour rompre avec la corruption et la soumission. Mais s'il échoue, les profiteurs du système s'empresseront de refermer la porte, tuant dans l'œuf tout espoir de changement véritable. À mesure que Traoré avance, les résistances se durcissent dans l'ombre. Les menaces montent et le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Un Burkina Faso qui s'émancipe, c'est une boussole pour la République démocratique du Congo, le Zimbabwe, le Nigeria, et une menace directe pour tous les despotes du continent. Si le modèle burkinabé parvient à transformer la gestion des ressources nationales en bénéfices tangibles pour son peuple, ce succès pourrait tracer une feuille de route pour d'autres pays africains, du Sahel jusqu'au golfe de Guinée. Des nations comme la République démocratique du Congo, riche de ses réserves de cobalt et de ses forêts, ou le Nigeria, géant pétrolier, pourraient s'inspirer de cette approche centrée sur l'intérêt collectif et la lutte contre l'enrichissement illicite. Mais avancer sur ce chemin n'est pas sans risque. La réussite burkinabé dérange l'ordre établi. Déjà, des résistances internes se manifestent, certains groupes armés menacent l'équilibre, et la transition démocratique, sous surveillance, est critiquée pour sa lenteur et ses failles. À l'extérieur, des puissances étrangères s'inquiètent de la montée d'un État souverain, prêt à briser les chaînes de la dépendance. Pression économique, sanctions, campagne de dénigrement, tout était mobilisé pour freiner la contagion de ce modèle inédit. Ce bras de fer dépasse la politique. Il révèle une fracture générationnelle. La jeunesse africaine, lassée de décennies de promesses trahies, exige de nouveaux standards éthiques, un leadership de service et non plus de prédation. Sur les réseaux sociaux, le nom d'Ibrahim Traoré circule sans relâche. Ses prises de parole lors de sommets africains ou internationaux sont saluées, partagées, disséquées jusque dans les universités d'Abuja, de Kinshasa ou de Johannesburg. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Les critiques pleuvent sur la lenteur de la démocratisation, les polémiques liées aux droits humains, la gestion parfois autoritaire de l'urgence sécuritaire. Mais même ses adversaires le reconnaissent. Pour la première fois depuis longtemps, l'intention semble sincère, le modèle orienté vers la dignité du peuple, pas vers la spoliation. La transformation ne sera pas instantanée. Planter les graines d'un avenir différent exige du temps, surtout face à des adversaires puissants, prêts à tout pour défendre leurs privilèges. Pourtant, l'espoir renaît. La jeunesse burkinabé et, au-delà, la jeunesse africaine voient dans ce mouvement la possibilité d'un vrai futur, où la prospérité rimerait enfin avec justice et liberté. Rater cette chance, ce serait laisser la colère ou la résignation gagner une génération entière. Mais embrasser la voie du changement, même incertaine, c'est peut-être lancer une renaissance collective qui pourrait bouleverser le destin du continent. Pour comprendre pourquoi ce modèle suscite à la fois tant d'adhésion et de résistance, il faut plonger dans l'histoire récente du Burkina Faso. L'itinéraire d'Ibrahim Traoré éclaire les racines de cette rupture. Changer n'est plus une simple idée, c'est désormais une question de vie ou de mort, une urgence de dignité. Le Burkina Faso nous confronte à une vérité brutale. La corruption n'est pas une fatalité, la soumission n'est pas un destin. Chaque citoyen, chaque décideur doit regarder Ouagadougou et en tirer des leçons immédiates. D'abord, la transparence et la reddition des comptes doivent devenir des réflexes collectifs. Plus jamais d'opacité sur les budgets, plus aucune tolérance pour les détournements masqués.
C'est la première muraille contre les voleurs en costume. Ensuite, l'argent public doit servir avant tout la santé, l'éducation et l'emploi. Soigner, instruire, offrir des perspectives. Fini les comptes cachés à Genève, les berlines hors de prix et les palais dorés. Un vrai leader investit dans l'avenir de son peuple, jamais dans son propre confort. Troisièmement, il faut rompre le cercle vicieux de la dépendance envers les institutions internationales. Négocier des accords justes, refuser les prêts empoisonnés, contrecarrer le pillage étranger. Telle est la route vers la souveraineté. Chaque signature doit servir l'intérêt du peuple, pas celui des créanciers. Quatrièmement, il est temps de miser massivement sur l'agriculture, l'industrie et la pharmacie locale. L'autosuffisance alimentaire et sanitaire n'est plus un slogan, c'est une question de survie. Produire ce que nous consommons, transformer nos propres ressources, voilà comment briser les chaînes du sous-développement. Enfin, la jeunesse doit prendre la place qui lui revient au centre du jeu politique. Ce sont les jeunes qui paient le prix fort de la corruption, de l'humiliation, du chômage. Ils doivent être entendus, consultés et participer à la reconstruction du pays. Soyons lucides, la vraie indépendance ne viendra ni d'un décret ni d'un discours enflammé. Elle exige l'autonomie, le courage et une volonté politique inébranlable. Sans cela, la malédiction de la corruption se transmettra, génération après génération. Si ce tournant n'est pas pris maintenant, l'Afrique restera prisonnière du cycle du pillage et de la misère. Mais si la leçon du Burkina Faso est saisie, alors un modèle africain authentique, fort, peut enfin émerger. La trajectoire du capitaine Traoré n'est pas exempte de risques, mais elle ouvre une brèche d'espoir. Osons regarder en face les défis et les promesses de cette nouvelle voie. La révolution véritable ne commence que lorsque le peuple exige l'intégrité et rejette la glorification de la corruption. Tant que nous acceptons l'inacceptable, nous nourrissons les mêmes chaînes. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si une alternative existe. Le Burkina Faso, sous la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, démontre qu'un autre chemin est son possible, un leadership fondé sur le service, l'humilité et la rigueur. Ce modèle inquiète ceux qui profitent du désordre et prouve que l'Afrique peut refuser la fatalité de l'exploitation. Mais cette espérance n'aura de sens que si chaque citoyen refuse la passivité. La tolérance à la corruption et à l'indifférence coûte cher. Des vies sacrifiées, des rêves brisés et l'horizon de tout un continent menacé. Observer sans agir, c'est condamner des millions de familles à une décennie de pillage et de souffrances répétées. Soutenir le modèle du service, c'est exiger des comptes à chaque niveau de pouvoir. C'est refuser les compromis faciles, dénoncer chaque détournement, chaque privilège arraché à la sueur du peuple. C'est aussi saluer l'exemple, encourager la transparence et soutenir ceux qui font passer l'intérêt général avant le leur. La révolution ne naît pas d'un seul homme, ni d'un seul pays. Elle prend racine dans chaque quartier, chaque village, chaque famille où l'on décide de ne plus fermer les yeux. Elle se construit dans les choix quotidiens. Élever la voix, protéger les biens communs, soutenir ceux qui choisissent le peuple plutôt que l'enrichissement. Rien n'est écrit d'avance. L'histoire de l'Afrique s'écrit avec le courage de ses peuples. Aujourd'hui, le choix vous appartient. Serez-vous spectateur ou artisan du changement ? N'attendez pas que le miracle vienne d'ailleurs. Exigez-le, bâtissez-le. L'avenir de l'Afrique, de ses enfants et de ses rêves dépend de notre capacité à rompre le cycle de la résignation. Le destin de tout un continent repose sur une seule question. Sommes-nous prêts à demander des comptes à nos dirigeants et à soutenir un leadership réellement au service du peuple ?